Et si nous vivions dans un bain perpétuel d'énergie? Bonjour à tous. Tout est énergie. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi en permanence émetteurs et récepteurs d'énergie. Pour commencer, le point essentiel est que toute énergie est porteuse de conscience. On peut même dire que l'énergie est le véhicule de la conscience, jusqu'à sa manifestation dans un corps formel. Nous avons vu avec la précédente vidéo que la conscience est à la base de toute manifestation. À son origine, elle est unifiée. Nous avions parlé alors de la conscience divine qui, pour s'expérimenter, s'est fractionnée dans une grande diversité. Et cette diversité se retrouve dans les mondes énergétiques. Il y a une grande diversité dans les qualités que l'énergie peut manifester et dans les degrés de réalisation ou de déformation de celle-ci. Si on prend comme exemple l'énergie conscience d'amour, elle va se décliner de l'expression la plus subtile, la plus spirituelle, à l'expression la plus dense, allant jusqu'à la déformation de sa nature originelle. Déclinons ce cheminement symbolique de l'amour. L'amour a son origine divine, est la conscience de l'unité de tout, de l'univers dans sa globalité. Puis expérimenter au maximum que peut un être humain, comme un maître de sagesse, c'est la conscience de l'unité de tout, mais dans la limite de sa représentation du tout. Ensuite, un cran plus bas, c'est la reconnaissance de ce qui est à l'extérieur de nous. Il n'y a plus vraiment de vécu d'unité, mais la reconnaissance de la valeur de tout être sans condition. Encore plus bas, il y a l'amour affectif, sélectif. Lui est donné sous condition. Puis vient l'amour possessif, qui unit à soi parfois de force, mais qui sépare de l'ensemble et des autres. Cet amour-là écrase et diminue. Pour finir, l'amour totalement déformé peut même aller jusqu'à ôter la vie. On voit bien avec ces exemples que l'énergie d'amour exprimée en fonction des différents niveaux de conscience débouche sur des expériences complètement différentes. Et c'est cette déformation de l'amour qui a permis de tuer au nom de l'amour, comme dans des crimes passionnels ou encore quand on a tué au nom de Dieu, ce qui est forcément un non-sens absolu. Ce mécanisme de dégradation, allant jusqu'à la déformation des grandes consciences originelles, est constitutif à l'involution jusque sur les plans formels. Plus la conscience descend pour se matérialiser, plus en quelque sorte elle va se diluer d'une part et se déforme d'autre part, voire s'inverse en passant de plan d'unité au plan où règne la séparativité et la division. C'est la raison pour laquelle les grandes énergies consciences porteuses de valeurs sont bien souvent déformées quand elles sont exprimées par une humanité encore dans sa grande majorité en conscience individuelle. Pour rappel, c'est l'état de conscience le plus séparateur et nous aurons l'occasion de détailler tout ça au mois de mai avec la vidéo « Chacun pour soi ». Ce processus de dilution jusqu'à la déformation est actif pour toutes les grandes énergies consciences comme la volonté, l'autorité, la justice, l'amour, le partage, la fraternité ou encore la liberté. Et parfois, quand nous sommes déçus par l'expression trop bas de gamme d'une de ces grandes consciences, nous avons malheureusement tendance à la rejeter en bloc. Par exemple, dans notre société, l'autorité est rejetée. Le fait qu'elle ait été trop souvent exprimée de façon abusive nous a fait collectivement perdre de vue sa raison d'être. L'autorité, dans sa juste expression, avant qu'elle ne soit déformée, sécurise. Elle soutient tout développement de façon progressive. Et cette autorité peut venir de l'extérieur, mais aussi bien évidemment de l'intérieur de nous. Alors pour nous entraîner à mieux discerner la déformation de ces grandes énergies, prenons comme autre exemple l'énergie conscience d'intelligence. L'intelligence, à son origine divine, est la conscience et la mise en place des rapports entre tout. C'est la grande organisatrice. Puis exprimée au maximum que peut un être humain, comme de rares érudits, à la fois philosophes et scientifiques, c'est remonter aux grandes lois qui régissent les mondes et la manifestation. On peut citer Aristote, Giordano Bruno, Isaac Newton ou encore plus récemment Albert Einstein. Puis plus bas, c'est la recherche par des scientifiques de techniques ou de grands principes pour servir l'humanité. Comme Thomas Edison qui fut le pionnier de l'électricité, ou Nikola Tesla qui travaillait sur l'énergie libre
afin de développer une énergie peu coûteuse et accessible à tous. C'est aussi le cas des grands philosophes comme Platon ou Confucius ou des précurseurs de la psychologie comme Sigmund Freud ou Carl Jung. Encore plus bas, il y a l'intelligence liée au business. On découvre quelque chose de nouveau, utile ou non, et on vend plus offrant. C'est la base de la société de consommation. Puis vient l'intelligence de s'en sortir, même au détriment des autres. Et c'est très répandu dans notre société et malheureusement en politique nationale ou internationale. Et encore un cran plus bas, c'est carrément la manipulation et les coups tordus en tout genre pour arriver à ses fins. Pour finir, cette intelligence est totalement inversée et devient la cause d'autodestruction quand elle ne prend plus en compte tous les rapports qui soutiennent la vie. On produit alors des choses inutiles fondamentalement, qui polluent au point de rendre certains endroits invivables et qui dégradent de manière significative la vie sur la planète. L'intelligence nationaliste ou égoïste de certains chefs d'État pourrait même déclencher une guerre nucléaire et donc potentiellement l'autodestruction d'une grande partie de l'humanité. Et tout cela, alors que l'énergie d'intelligence basée sur les rapports et l'organisation de ce grand système qu'est la vie une doit justement soutenir et en révéler la beauté. Mais ce qui est intéressant avec cette remise en perspective, c'est la prise de conscience que la déformation explique ce qui apparaissait jusque-là comme une absence, qu'elle soit d'amour, d'intelligence ou de toute autre valeur. Et là, on se rend compte qu'il ne suffit pas de développer ces grandes énergies conscience. Il faut absolument développer l'état de conscience des personnes qui les relaient, tout ça pour éviter progressivement leur déformation et leurs inversions. Il ne suffit pas d'aimer, surtout quand cet amour est exprimé de façon possessive ou d'emprise sur l'autre. Mais pourtant, c'est souvent utilisé comme excuse ou pour se dédouaner. Mais je l'aime. Non, c'est pas possible. Si l'intelligence, quant à elle, sert à un petit nombre au détriment du plus grand, c'est pas valable non plus. Revenons à l'humanité et au fait qu'elle soit à la fois réceptive et émettrice de ces multiples énergies conscience. L'état de conscience d'une personne impacte directement l'expression et l'utilisation de ces grandes énergies conscience. C'est l'aspect émetteur. Mais aussi, l'état de conscience joue sur l'aspect récepteur. Notre sensibilité ou notre réactivité aux énergies dépendent justement de la fréquence sur laquelle notre conscience se situe. En tant qu'individu, nous avons différents aspects qui nous permettent de réceptionner ou d'émettre ces énergies. Notre corps physique, avec nos 5 sens. Notre corps émotionnel, avec nos émotions et nos sentiments. Notre corps mental, avec nos pensées, nos croyances et notre volonté. Puis de façon plus subtile, notre personnalité et notre âme. Et donc ce que nous allons capter ou exprimer parle forcément de qui nous sommes. Comme un transistor, nous captons les ondes sur lesquelles nous avons notre fréquence et nous sommes insensibles aux énergies trop éloignées de nous, aussi bien les trop basses que les trop hautes. Si je suis en colère ou triste, je vais naturellement capter ou attirer des choses à moi qui vont entretenir ces émotions. Inconsciemment, je suis branché sur cette fréquence et je passe à côté des choses qui pourraient me redonner le sourire. Une personne en pleine déprime ne voit plus la beauté de la vie. Elle reste focalisée sur des aspects négatifs. On peut voir que c'est même notre interprétation des événements qui est conditionnée. Par exemple, si je suis en colère, énervé après une sale journée et qu'en sortant du bureau, je glisse sur les fesses, même sans me faire mal, je vais exploser. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et gare à celui qui rigole. Mais si à l'inverse, j'ai passé une bonne journée, je suis content de rentrer chez moi, je suis d'humeur joyeuse, et si la même chute arrive et qu'un collègue rigole ou glousse discrètement, je vais pouvoir rire avec lui de la situation. Et puis au passage un petit peu de moi-même. Nous avons tous expérimenté tout ça à nombreuses occasions, que ce soit au travail, sur la route ou encore en famille. Cet exemple est symbolique de notre mode de fonctionnement et explique la difficulté de sortir de certains conditionnements qui s'auto-alimentent et se valident. Si j'ai peur quand je sors dehors, je vais à coup sûr être témoin d'incivilité,
ou d'actes agressifs qui vont entretenir ma peur. Ou tout simplement, je vais voir des personnes qui me semblent louches. Pour casser ce schéma, il va falloir développer un sentiment de sécurité pour vibrer à une autre fréquence. Et pour cela, il y a différentes pistes. Faire un travail de libération sur peut-être le traumatisme passé qui est à l'origine de cette peur. Ou pourquoi pas se mettre aux arts martiaux ou à la self-défense pour développer une meilleure confiance en soi et permettre d'avoir une attitude plus appropriée en cas de tension ou de danger. Vous voyez un petit peu l'idée. Et tout ça est aussi valable pour nos croyances. Si nous n'avons pas la ferme intention de nous remettre en question ou d'ouvrir notre esprit, nous avons vite tendance à nous auto-valider ou à nous faire valider par des personnes qui ont les mêmes croyances que nous. C'est ce que l'on appelle des biais cognitifs. Tout changement de notre expérimentation de la vie n'est possible que par un changement de conscience. C'est justement cela, le voyage de la conscience. Ainsi, nous pouvons capter et attirer d'autres énergies conscientes, puis les émettre et les exprimer dans un second temps. Le monde des énergies conscientes est très vaste et peuplé de consciences très différentes, différentes dans leur nature et dans l'expression qualitative de celles-ci. Par exemple, les constellations zodiacales sont des gigantesques énergies conscientes qui impactent l'humanité, mais aussi toute vie sur Terre. En fonction du ciel, donc du positionnement de la Terre, du Soleil, nous pouvons recevoir ces énergies tour à tour. Et en fonction de nos affinités astrologiques et de notre état de conscience, nous les interprétons en quelque sorte. Comme pour l'amour ou l'intelligence, les déformations ne manquent pas. Nous ne pouvons pas détailler tout cela dans cette vidéo, mais voyons juste un exemple symbolique. Prenons le signe du Bélier, qui est le premier du zodiaque. Quand on décrit une personne de ce signe, souvent on entend que ce sont des personnes très actives, volontaires, mais qui ont la fâcheuse tendance à foncer, puis à réfléchir dans un second temps. On peut dire que cette énergie conscience est exprimée de la sorte par des personnes qui sont dans une conscience se situant au maximum au niveau de la personnalité en conscience individuelle. Mais cette énergie exprimée par une personne qui commence à être en contact avec l'âme ou en route vers la conscience d'ensemble va se manifester autrement. La personne saura se poser, remonter à l'intention fondamentale avant d'agir puissamment dans un second temps. De façon plus concrète, nous sommes en permanence en relation avec différentes énergies, comme avec les énergies des lieux où nous nous trouvons, et en fonction de notre réceptivité, nous allons être plus ou moins conscients et affectés de ces énergies. Il y a aussi les personnes qui sont dans cet environnement. On peut s'en rendre compte quand on voit comment une personne peut impacter par son humeur tout un groupe. Certaines sont championnes pour plomber l'ambiance, alors que d'autres, au contraire, favorisent une ambiance conviviale. Ce qui nous impacte aussi fortement, donc de nos jours, est tout ce qui est en lien avec les réseaux et les différents canaux d'information. Nous sommes d'autant plus facilement manipulables si notre conscience est située au niveau de notre corps émotionnel. Une façon de s'en rendre compte est de voir si nous réagissons tout de suite fortement aux actualités ou si nous arrivons à garder un peu de recul pour avoir un temps d'analyse. Mais attention, ce n'est pas se couper de notre ressenti ou nous anesthésier. Il faut apprendre à remettre les choses dans leur contexte, utiliser plusieurs sources pour confirmer ou infirmer les différentes informations et surtout rechercher le sens de tout cela, remonter à la proposition de conscience derrière les faits et les apparences. Cultiver le discernement devient de plus en plus essentiel car nous sommes souvent confrontés donc à ces différentes tentations de manipulation, d'autant plus qu'avec l'arrivée de l'IA, il va être encore plus difficile de discerner le vrai du faux. Soyons aussi vigilants sur ce que nous regardons comme film ou série. Quelles sont les valeurs proposées et relayées que nous renforçons par l'attention que nous leur portons? On peut s'interroger sur la quantité de production qui met en avant de la violence, physique ou sexuelle, ou des rapports de force, quand ce n'est pas juste infantilisant ou abrutissant. La musique est aussi importante, elle véhicule beaucoup de choses. Sans aller trop loin, on a tous expérimenté l'impact de la musique sur nous. Certaines musiques nous apaisent, nous mettent en joie, alors que d'autres nous rendent tristes ou agressifs. Pour finir,
En forme de conclusion donc, nous devons devenir de plus en plus conscients de l'importance de sur quoi nous nous branchons. En fonction de qui nous sommes, de notre corps physique, de nos émotions, de nos pensées et leur fréquence vibratoire, nous attirons, repoussons ou ignorons ce qui nous entoure. Plus nous sommes en contact avec la conscience de l'âme, plus nous sommes attirés par ce qui porte des valeurs d'ensemble et de responsabilité vis-à-vis de soi et du collectif. C'est alors que nous pouvons choisir consciemment ce que nous souhaitons développer ou abandonner. Notre pouvoir réside justement dans le fait que nous soutenons les énergies conscientes que nous vivons, relayons et rayonnons consciemment et même inconsciemment. Si nous ne supportons plus de voir la lutte et les nombreux rapports de force, choisissons de vivre la coopération et l'entraide. Si nous ne tolérons plus l'accaparement des richesses, choisissons le partage et la circulation d'énergie. Si la violence omniprésente nous exaspère, choisissons la bienveillance, la communication et la compréhension aimante. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Si tout cela est possible, nous devons avant tout développer une stabilité intérieure, une connexion à notre âme qui est la source d'une forme de force tranquille. Alors trouvons la force de garder le cap et soutenons les valeurs d'ensemble en essayant de se laisser le moins possible déstabiliser par les apparentes divisions extérieures. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve le mois prochain avec comme thème la divine organisation. Merci et à bientôt.